Le rétablissement, c'est connu par plein de gens. Il y a plein de gens qui sont sortis de la psychiatrie depuis des années, voilà, et qui s'en sont échappés vite fait, bien fait, qui sont échappés de tout, et qui ont fait leur parcours de rétablissement. Un parcours de rétablissement, c'est absolument pas une guérison. C'est un cheminement qui fait que malgré nos capacités ou nos incapacités, mais qu'on ne voit plus comme incapacité ou comme capacité, mais qu'on voit comme source de vie, on arrive à avoir quelque chose qui nous plaît, une vie satisfaisante sur nous. Notre regard et pas le regard que les autres veulent de nous, et qui nous permet d'arriver à être heureux. Alors du coup, j'ai copié vite fait la définition, parce que je vais m'asseoir, je ne sais pas pourquoi je dis que je veux mettre debout, je suis là depuis tout à l'heure, je viens d'un couillon. Rigolez pas quand je le dis, je le sais, mais bon. Alors, le rétablissement, ça ne fait pas référence à une guérison clinique ou à une disparition des symptômes quand on parle de maladie mentale, mais une possibilité de redonner un sens à sa vie à travers des activités et un mode de vie satisfaisant pour la personne. On parle de rétablissement, mettez la même formule pour vous. Je vous souhaite honnêtement, à vous aussi, de redonner un sens à votre vie à travers des activités et un mode de vie satisfaisant pour vous-même. Parce que vous verrez que si nous on fait le parcours de rétablissement, je vous invite à faire le vôtre. On en reparlera à la fin de mon intervention, mais si nous on souhaite être heureux, je vous souhaite une seule chose, c'est que les gens qui m'accompagnent de soi aussi, ils s'épanouissent dans leur vie professionnelle, leur vie privée, parce que du coup on est deux à bouger dans le même sens, si aller vers notre vie, notre rétablissement, et ça c'est important. Et puis il y a une définition que vous entendrez peut-être d'autres fois qui est de Will Anthony, qui est un ex-sujet de la psychiatrie, qui est maintenant professionnel, qui définit le rétablissement comme étant une démarche personnelle et unique visant à changer l'attitude, les valeurs, les sentiments, les objectifs, les capacités et ou les rôles de chacun. C'est la façon de vivre une vie satisfaisante et utile, où l'espoir a sa place malgré les limites imposées par une maladie. Pour guérir, le malade doit donner un nouveau sens à sa vie et passer outre les effets catastrophiques de la maladie mentale. Pour beaucoup, ça paraît impossible qu'on passe outre, parce qu'on ne peut pas passer outre quelque chose qu'on nous impose ou dans lequel on nous enferme. Si on nous voit et on nous considère que comme des malades, des fous, des gens bizarres, des cas sociaux, des ceci, des cela, on ne peut rester que ce qu'on est ou que la définition qu'on donne de nous. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est celle qu'avait entendue Nassera et Aude à Paris quand ils m'ont rencontré. Alors je fais des consultations à Paris, dans un hôpital, mais j'anime aussi, je facilite des groupes d'enfants hors de voix. Et il y a un service qui m'appelle un jour qui me dit écoute Vincent, on voudrait te montrer quelqu'un qui veut te voir. Voilà, parce qu'il a entendu parler des groupes d'enfants hors de voix dans la salle d'attente, et il a une problématique, c'est qu'il est sous contrainte de soins, il est en programme de soins, et que s'il ne va pas à ses consultations, automatiquement il reprendra dans son cas la classe prison. Et que pour lui c'était inconcevable de retourner là-bas, mais que c'était très dangereux pour lui de sortir de chez lui parce qu'il risquait de... c'était impossible. Voilà. Alors on me dit, oh, c'est un grand paranoïaque, je veux rien savoir, dites-moi simplement comment je peux faire pour le rencontrer. Et j'ai très vite compris que le faire venir c'était compliqué parce que c'était une des problématiques. Lui voulait simplement trouver des techniques dans ses groupes d'enfants hors de voix pour lui permettre d'aller de chez lui au CMP pour répondre à l'obligation qu'il avait de ce programme de soins d'aller voir un psychiatre de façon régulière. Et du coup, je me renseigne un petit peu, je vois que ça va être hyper compliqué de mettre quelque chose en place, il a plein d'absences. Comme moi je ne suis pas à Paris, je suis quand même à Lille. Avoir des rendez-vous qui sont pas honorés, c'est compliqué de temps en temps, et qu'il faut quand même faire l'effort au début d'être assez flexible pour être là. Et du coup, je dis, mais pourquoi j'irai pas chez lui? Et là, je suis arrivé chez lui. Alors, il habite à Paris dans une chambre de bonne. Donc, il a tous les étages à monter sans ascenseur. Quand on est dans la chambre de bonne, on n'a pas le droit d'accès. C'est très parisien, cette histoire. Et là, je tape à sa porte où il commence à pousser un cri énorme. Je lui explique que c'est moi, voilà, pourquoi je suis là. Et je demande si je peux le rencontrer comme convenu, si je peux rentrer. Il me dit non. Et là, je lui dis ouvertement, ça va être difficile de discuter si on ne peut pas se rencontrer. Alors que c'est quand même vous qui avez fait la demande de me parler. Et je lui dis,
Après, est-ce que vous voulez qu'on parle à travers la porte? Mais il y a les voisins. Et là, il me dit, c'est pas grave, ce sont les voisins, ils sont partout, ils s'appuient sur moi, ils me mettent à elle. J'ai dit, ok. Et donc, je me suis assis dans sa porte, et j'ai commencé à discuter. Et là, il me dit que tout simplement, il veut rencontrer des entendeurs de voix pour trouver une solution pour répondre à cette obligation de soins, parce qu'il avait bien ses parents, et ses parents habitaient à 200 km, ils étaient vieillissants, il avait des relations avec ses parents qui étaient très très compliquées. C'est entre autres par ses rapports avec ses parents qu'il avait été aussi mis en prison, et que du coup, mobiliser ses parents, c'était quelque chose de très anxiogène pour lui, et qu'une fois sur deux, ça se finissait pas en drame, mais quasiment. Et là, il me dit, ben voilà, donnez-moi une formule magique. Et là, je lui explique que les groupes, c'est de construire quelque chose ensemble, et pas donner un truc tout fait, mais quelque chose qui lui correspond à lui. Et je l'invite à venir dans les groupes d'entendeurs de voix. Les groupes d'entendeurs de voix, c'est un lieu où on peut parler librement de ce qu'on vit, voilà, sans être jugé, avec les croyances des croyances de chacun. Généralement, majoritairement des entendeurs de voix, et que si pour nous, la voix, c'est la voix de Dieu, d'un diable, d'un extraterrestre, une maladie, des voisins, en tout cas, on accepte toutes les croyances. Voilà, ça permet aux gens de pouvoir mettre des choses en place. Et je dis, mais du coup, toi, il faut que tu viennes. Et là, il me dit, c'est compliqué, j'y arriverai pas. Et je me suis dit, bah, écoute, il y a un bistrot en bas, est-ce que si on va dans le bistrot en bas, ensemble, quelques-uns, ça irait? Il me dit, ouais, ça, je peux descendre jusqu'en bas. Et du coup, je vais voir le groupe d'entendeurs de voix, parce que je ne décide pas à leur place, hein. On a un groupe dont on décide ensemble, et j'en demande si c'est possible. Et là, ils disent, mais ce qu'on peut carrément faire, plutôt qu'il y ait la 3-4, c'est peut-être délocaliser le groupe d'entendeurs de voix, si les gens sont d'accord, là-bas, dans ce bistrot. Et du coup, je vais voir le bistrot, je lui demande si on peut, il y a une petite arrière-salle que je découvre, et je lui demande si on peut aller là, en échange de prendre des informations, ça c'est le, voilà, et on le fait venir. Et du coup, on va, on délocalise, on lui dit simplement, voilà, on ira 3 fois et pas plus. Parce qu'on veut bien aller vers lui, mais après, ce sera lui aussi à mettre des choses en place pour venir vers lui. Et là, il vient, et on commence à expliquer, il commence à expliquer qu'on qu'il a 3 arrêts de bus à faire, je trouve que c'est un peu. 3 arrêts de bus à Paris, c'est pas énorme. Et 3 arrêts de bus, à pied, il est incapable de les faire. C'est trop anxiogène, c'est trop dangereux, il peut se faire tuer à tout moment. Et que du coup, la seule solution qu'il a, en métro, c'est même pas la peine d'y songer, la seule solution qu'il a, c'est de prendre le bus. Et là, on dit, bah, écoute, la solution est un peu simple, si tu as peur de mourir dans le bus, c'est d'aller voir là où tu seras en sécurité dans le bus. Et plutôt que monter dedans, on va aller ensemble avec toi pour voir des bus quand ils passent où tu pourrais te mettre. Et il y a un bus qui passe, et là on voit déjà qu'il commence à flipper, à avoir une peur, mais ça se voyait à son visage. Le deuxième bus, on est obligé d'arrêter. On n'était pas encore dedans. Et là on dit, bah tiens, on va se mettre à l'abri, on va rentrer à l'intérieur. On rentre. Il y a une sorte de confiance qui commence à se perdre entre nous, puis il y a quelqu'un qui dit mais là je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est trop dangereux, je peux pas. Et là je lui dis, est-ce que si on organise dans un dépôt la visite des bus, qui seront totalement vides, est-ce que ça irait pour toi? Et là il dit oui. Et là je me dis, mais quel convaincant. Pourquoi tu as été proposé la visite d'un centre de bus, et la RATP, je connais personne et tout. Je me suis dit, dans quelle galère je me suis mis. Et du coup, il faut bien que j'assume. Hein. Donc j'appelle la RATP, j'ai une première personne qui me dit, bah attendez, je vous passe telle personne, qui me passe une autre personne, et là j'ai un type qui me dit, bah oui, si vous voulez, il n'y a pas de problème, je comprends, vous venez quand? Premier coup de fil, hein, j'étais simplement baladé, je dis, c'est si simple que ça. Et là j'ai dit, attendez, je sais pas son planning, j'ai rien du tout, j'ai dit, je peux avoir votre nom surtout, et votre numéro de téléphone, vous pouvez être sûr de tomber sur la même personne qui était d'accord, on ne sait jamais, hein, des fois qu'il y aurait un miracle. Et donc, je vais revoir cette personne qui avait cette demande, et on décide donc d'une heure, je rappelle la personne, on dit c'est possible, il me dit oui, on y va. Et là, moi, je dis, bon, bah, est-ce qu'on peut aller voir les bus? Il me dit, bah oui, je les ai alignés. Il m'avait aligné 17 bus différents. 17 modèles de bus qui passaient sur la ligne. Je ne pensais pas qu'il y avoir autant de bus, extérieurement, ils se ressemblent, intérieurement, c'est là où on voit vraiment la différence. Et là, malgré sa peur, parce qu'il avait quand même des peurs, on monte dans le premier bus et tout ça, et on voit, on essaye à tous les coins. Et là, si tu te mets là, si tu te mets là, mais enfin, assis là. Et il dit non, 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 non. Et on avance dans les bus, et en moment, on n'a même pas fait 17, honnêtement, on a fait 3-4. Et il est mal, il dégouline de partout, tellement il n'en peut plus, tellement il a même peur, ne serait-ce que de penser. On dit, mais explique-nous réellement ce qui va se passer. Parce qu'il ne voulait absolument pas parler de ce qui va se passer. On l'a habitué, c'est tout ce qu'il disait. Il disait, mais non, je vais recevoir un coup de couteau.
Et là, je ne peux pas. Parce qu'il n'y a aucun endroit où je peux me sauver, où je peux éviter. Il dit, ok, donc c'est un coup de couteau que tu vas recevoir. Et il dit, mais tu ne pourrais pas mettre une armure de chevalier dans ce cas-là? Et là, on voit la personne épanouie. Qui dit, c'est génial, ouais. Et puis il y a un autre attendeur qui est parti à 4 au total, qui dit, ouais, mais tu sais qu'une armure de chevalier, il y a quelqu'un qui doit être attaché derrière. Boum. Là, c'était... ça veut dire que c'est décomposé, c'était la fin du monde, parce que la solution extraordinaire, elle ne marchait plus. Parce que si quelqu'un devait l'attacher, ça c'était hors de question. Et du coup, on dit, bah, écoute, c'est pas grave, on va réfléchir à cette idée d'armure. Et on va on va retourner dans le groupe et on va voir. Et du coup, il est revenu au groupe. Et là, dans le groupe, on discute, on explique voilà, ce qui s'est passé, comment c'est passé. Et puis, à un moment, je dis, mais en fin de compte, ok, c'est pour arrêter les coups de couteau, mais un gilet pare-balles, ça ne marcherait pas. Et là, il me dit, bah si. Ici, parce que si j'ai un gilet pare-balles, en fin de compte, s'il veut me planter un coup de couteau, bah, il n'y arrivera pas. Puis avant qu'il m'en plante un deuxième, bah, je l'aurai le temps de donner un coup de pied dans la porte et sortir. Vous n'êtes pas en train de chercher un gilet pare-balles. Il y a le bon coin. Vous connaissez? On va sur le bon coin, taper gilet pare-balles, vous allez en trouver. Des gilets pare-balles d'occasion. Ne me demandez pas ce que c'est qu'un gilet pare-balles d'occasion, s'il a servi ou pas, j'en sais rien. Je vous dis qu'il y a des gilets pare-balles. On le commande. Et là, pour le commander, ben, il faut des sous. Pas cher. Hein. 30 €, on a trouvé un qui lui convient. 30 € gilet pare-balles. L'efficacité, celle qu'il lui donnait, d'arrêter les coups de couteau. Génial. 30 €, comment dire? Dans son budget, c'était pour lui impossible. Pourquoi? Je crois qu'il avait 35 € par semaine d'argent de poche. J'en profite de l'argent de poche, c'est une horreur ce mot-là. Moi j'ai des gamins. Je leur dis, je vais donner de l'argent de poche, ils sont heureux. Je leur dis, tu vas t'acheter ta bouffe avec, ils me disent, c'est pas de l'argent de poche, ça. Mais je leur dis qu'il appelle, parce que c'était son budget presque 2 semaines. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est un mec qui est paranoïaque. À qui on a, qui s'alimente correctement, ceci, cela. Il ne mange que des pâtes. Que ça. Pourquoi? Parce que quand on est parano, on ne peut pas aller dans les grands supermarchés. Que du coup, il allait le soir, alors c'est pas 35 €, c'est 25 € qu'il avait par semaine pour le budget alimentaire et clope. Voilà, je sais bien que les loyers à Paris sont très chers, mais quand même 25 €. Pourquoi? Parce qu'il allait à l'arabe du coin, où il payait son paquet de 250 grammes de pâtes 2,50 €. Autant vous dire que quand il avait de la sauce tomate, c'était la fête, et s'il avait du gruyère, c'est carrément c'était la nomba chez lui. Et du coup, il appelle cette opératrice pour lui demander des sous. Des sous pourquoi? Pour ce gilet pare-balles. Comment dire? Le jour même, le service de psychiatrie m'a appelé en disant ouais, monsieur Massier, avec un tel qui a appelé, qu'est-ce que vous avez encore proposé et tout. Ben voilà, comme quoi c'était de la folie, c'était du grand n'importe quoi. Dans le groupe, on voit sa déception parce qu'il dit merde, j'ai pas les sous pour. Il peut pas mettre autant d'un seul coup. Et là, il y a des gens qui disent bah, si tu veux, on va te les avancer des sous. C'est-à-dire que chacun a pris son argent de semaine ou ce qu'il avait. Et il dit bah, tu rembourseras au fur et à mesure. Et il dit ok. Et là, je passe les détails de livraison, ben, j'ai pas mal parce que livrer chez lui, c'était pas possible. Dans des endroits où il y a plein de monde pour retirer. Enfin, on a fait tout un périple, on a réussi à avoir ce gilet pare-balles. Ben, ce gilet pare-balles, ça lui a permis quoi? De prendre le bus et de se rendre à son obligation de soins. Et il revenait, il continuait à venir au groupe d'entendeurs, non plus dans le café, mais parce que comme il avait son gilet pare-balles, ben, il pouvait prendre le bus pour aller là où on se réunissait. À l'ancienne gare de Rue, c'est dans le, je ne sais plus quel arrondissement c'est, enfin peu importe. Et là, il remboursait petit à petit. Il remboursait des 1 €, 1,50 € qu'il avait économisé. Et quand j'ai économisé, honnêtement, il faisait des vrais efforts. Parce que 1,50 € pour lui, c'était énorme en économie. Et il remboursait, et il disait, j'ai jamais réussi. Il était gêné parce que même si personne ne mettait la pression pour avoir son remboursement, lui était emmerdé. Parce que c'était des gens qui avaient fait confiance, qui avaient trouvé une solution pour vivre un peu mieux et qui n'étaient pas capables de rembourser. Et là, il s'est dit, bah, c'est pas grave,
je vais aller voir ma curatrice. Et il s'est déplacé en transport en commun pour aller voir sa curatrice. Et là, il nous explique, il est arrivé devant sa curatrice, et sa curatrice, elle le regarde, et puis elle dit, mais t'es venu avec qui? Normal, il se fait toujours accompagné par quelqu'un. Et là, il dit, je suis venu tout seul, parce que, vous savez, je vous ai demandé un gilet pare-balles, et regardez. Et là, il lève son pull, et il monte son gilet pare-balles. Et il explique que grâce à ça, ça lui permet de bouger. Il lui explique aussi que financièrement, c'est compliqué parce qu'il ne peut pas rembourser, il a du mal. Et qu'il peut rembourser pourquoi? Parce qu'il ne va plus à la rame du coin. Il va au Franprix. Et du coup, il paye beaucoup moins cher son paquet de pâtes. Il va au Franprix, pas à la fermeture, parce qu'il trouve qu'il y a trop de personnes qui consomment un peu trop l'alcool et que ça lui fait peur. Et il a trouvé un créneau, à peu près 45 minutes avant la fin, où il va se chercher, alors il connaît les rayons par cœur, il fonce, il prend, il va à la caisse, c'est un rituel presque. Il y a une caisse, il me dit à chaque fois il y a quelqu'un qui ouvre la caisse pour moi. Je dis ah bon? Bien c'est ça, mais tous il me dit pourquoi pas? Je suis allé, j'ai vu honnêtement quelqu'un qui ouvre la caisse pour lui. Comme une sorte de miracle, je ne sais pas si c'était exprès ou pas, je ne vais pas t'expliquer avec la personne. Mais tu vois-t-il que 2 fois j'ai été avec lui, 2 fois la caisse est ouverte, et que du coup il explique à sa curatrice que oui, c'est compliqué. Que la bouffe lui coûte très cher à lui, parce qu'il ne peut pas aller n'importe quand, parce que c'est dangereux pour lui. Il explique que comme il va maintenant en Franprix, il fait un peu d'économie, mais que c'est compliqué, parce que l'argent qu'il économise, c'est aussi l'argent qui vient de mon ticket, parce qu'avant il n'avait pas de ticket. Il n'avait pas d'abonnement, parce que de toute façon, pour peu qu'il prenait, il avait une fois dit que de toute façon il ne s'est pas rentré dans les bus, donc il n'y a personne qui avait fait un abonnement, donc ça ne poussait pas non plus. Donc il devait acheter des tickets à lui. Et il explique qu'il peut rembourser qu'1,50 € par tous les 15 jours, une fois par mois, voilà. Et du coup, cette curatrice dit, écoute, non, je vais te donner les sous pour rembourser ton gilet pare-balles. On va revoir ton budget ensemble, on va voir comment on peut gérer les choses différemment. Et elle a compris que quand on est parano, on ne fait pas ses courses n'importe où et n'importe comment. C'est un type qui, moi quand je le décris comme ça, des gens qui déploient des forces, c'est pas nous qui vont déployer des forces, c'est lui qui met les choses en œuvre. Je trouve ça magnifique et moi ça m'émeut toujours. Mais il a réussi à faire bouger des gens pour lui, parce qu'il avait l'envie de vivre. Il bouge maintenant, il peut faire des choses. Il va dans des activités avec d'autres gens. Il côtoie d'autres gens, y compris des gens qu'il ne connaît pas. Il a été à un forum à la Cité des Sciences et de la Santé à la Villette. C'est quand même le gros truc. Il y a plein de monde. Il y a toute la file d'entrée où il faut passer au détecteur de métaux, et puis les mecs qui vous foutent, il fallait que pour un parano, je ne sais pas, c'est un truc à faire fuir. Il a fait parce qu'il voulait aller voir le rêve là-bas qui faisait un forum. Le 14 septembre, c'est la journée internationale sur l'entente de voix. Et on a fait un repas dans un parc où on partage. Voilà, chacun fait un petit plat, on partage nos plats. Il est venu. Il nous a fait un petit plat de des pâtes. Voilà. Ah ouais. On va pas le changer non plus, il adore ça. Mais il nous a fait des pâtes. Et là, on a tous goûté à son plat. Comme on a goûté au plat de chacun. Et lui n'a rien mangé au début. Il a simplement entendu pour voir s'il y avait des effets sur nous. Une fois qu'il a vu qu'il n'y avait pas trop d'effet, son timing était bon, il a mangé. Voilà, parce qu'il demandait à chaque plat de rester un petit morceau. Il a mangé. Il sort encore, été comme hiver, avec son gros pull pour cacher son gilet pare-balles. Il dégouline, voilà. Mais à la rigueur, il s'en fout. J'arrive maintenant, quand je vais le voir, à rentrer chez lui. Quand je vais rentrer chez lui, c'est rentrer comme lui le veut. C'est-à-dire qu'on a, alors il a une sorte de fauteuil, une sorte de bulle, je sais pas comment on appelle ça, mais qui se déplie, qui n'est pas très confortable d'ailleurs. Moi je suis là pour détendre des blocs comme ça, voilà. Il aime bien ça pour les invités, parce que comme ça ils ne peuvent pas bouger rapidement. C'est galère. Si on se lève trop vite, tout se casse la gueule, on se casse la gueule par terre, il aime bien ça, ça le met en sécurité, pardon. Et que du coup c'est toujours positionné au même endroit, parce que du coup je ne peux rien toucher. Je ne peux pas toucher sa télé et ses machins par là. Là, je ne peux pas toucher à tout son meuble, parce qu'une chambre de bonne, c'est quand même très parisien. Je ne peux pas toucher, voilà, je ne touche rien. Voilà. Lui, il est en face sur son canapé qui est un lit, voilà. Mais du coup, je ne peux pas le toucher non plus, donc ça me rassure aussi un petit peu. Et voilà. Mais en tout cas, maintenant, il y a des gens qui rentrent. Il y a d'autres entendeurs qui rentrent.
Il y en a même deux qui vont en même temps. C'est-à-dire qu'il a deux invités en même temps. À qui il fait du café, parce que maintenant il a aussi des sous pour faire du café. Un qui s'assoit dans ce truc et l'autre qui doit s'asseoir devant. Heureusement qu'il y en a un qui est plus souple que l'autre, sinon ça serait compliqué. Mais il reçoit, voilà, et il sort de plus en plus. Moi j'ai qu'un seul rêve, je dirais, c'est qu'à un moment, il oublie de mettre son gilet, il se rend compte que il peut peut-être prendre le risque de sortir sans son gilet, tout en étant hyper vigilant. Moi je ne sais pas si cette personne elle risque réellement de se faire tuer. Je suis qui pour le savoir honnêtement. Après tout, des agressions, de toute façon, il y en a totalement, constamment, partout. Donc pourquoi un jour ça ne pourrait pas tomber sur lui? La probabilité elle est faible, mais en même temps, oui c'est possible. Et après, si on s'attarde à mais c'est de la folie, c'est du grand n'importe quoi, pourquoi il est parano, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour aider la personne? Si on l'a catégorisé dans la folie, dans du n'importe quoi, dans du délire, on ne trouve pas des choses toutes simples. On se dit qu'un gilet pare-balles, c'est complètement du délire, on rentre là-dedans. Pourtant, un gilet pare-balles, que lui a décidé, parce que c'est pas quelque chose qu'on lui a imposé en disant c'est ça la solution, c'est le gilet pare-balles, c'est quelque chose qu'on a construit avec lui. C'est une évidence que c'est ça qu'il aurait dû avoir depuis très longtemps et qu'il aurait dû pouvoir accéder depuis très longtemps pour s'en sortir. On est beaucoup dans nos parcours à un moment à avoir affaire à vous. Où on demande à avoir affaire à vos services, où on nous l'impose, où on me l'avait imposé. Et puis, quand on arrive déjà à vous, alors pour certains c'est tout nouveau, on est tout frais dans les difficultés, mais pour d'autres on a déjà X années de galère. On arrive dans un système où on entend un vocabulaire qui est soit un vocabulaire qui est très professionnel, qui pour nous ne veut pas toujours dire la même chose. Demandez deux gens pour des cursus universitaires différents, vous verrez si ça veut dire la même chose. Demandez à des psychos, à des psychiatres et à des sociologues, quand ils vous parlent, ne serait-ce que des discriminations, vous verrez que les mots qu'ils disent ne veulent pas dire la même chose. Alors, imaginez-vous, quand on est au milieu, on doit croire qui, on doit comprendre quoi. Le langage en commun, c'est quelque chose d'essentiel. Le langage qui nous infantilise, c'est quelque chose qui est usuel depuis, alors ça ne date pas de vous, ça date de Mathusalem, je ne sais pas de quand, mais c'est très problématique parce que ça nous rend dépendants. Si on est des gamins, si on est des enfants, après tout, pourquoi voulez-vous qu'on bouge? C'est à nos parents à faire quelque chose. Et pour nous, nos parents, c'est qui? C'est des services qui s'occupent de nous. Clairement, quand on passe X temps, quand on est X temps en psychiatrie, notre psychiatre, c'est quasi notre père. Les infirmières sont quasi nos mères. Nos tutrices ou nos tuteurs sont nos méchants frères ou nos méchants sœurs qui ne veulent pas donner nos sous. Voilà. Qui regardent beaucoup pour eux. C'est la représentation qu'on peut avoir dans certains cas. Et que continuer à nous infantiliser, c'est nous mettre un propre frein. Ne pas croire en nous, c'est nous mettre aussi des freins. C'est sûr que c'est un changement, de voir les choses différemment, de ne pas nous regarder de la même façon, de croire en nous encore plus. Je vous parlais tout à l'heure de parcours de rétablissement. Moi, je vois au bout de X années, il y en a beaucoup d'entre vous qui partent vers d'autres choses. Ils changent, ils quittent leur boulot, puis ils vont vers d'autres choses. Alors que on en discutait hier, la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas là pour rien dans votre boulot. Vous pouvez, parce que vous êtes un des acteurs, nous accompagner dans le parcours de rétablissement pour qu'on s'en sorte, pour qu'on vive mieux, pour qu'on vive heureux. Mais vous, si vous êtes mis dans cette fonction-là, c'est sans doute que ça avait du sens pour vous. Et que je trouverais dommage que vous perdiez ce sens en prenant des gens qui viennent pas une corvée, mais des dossiers compliqués, où vous vous sentez seul, où du coup vous vous lassez ou vous fatiguez. Parce que vous souffrez comme on souffre de stigmatisation. Les tuteurs, ils en souffrent en pleine poire. Je travaille dans les services de psychiatrie, il faut voir les tuteurs, ils doivent tout faire, c'est bien simple. Ils doivent tout faire, mais s'occuper de rien. C'est un peu ce qu'on entend dans plein de services différents. Mais si vous nous accompagnez dans notre parcours de rétablissement, honnêtement, vous redonnerez aussi du sens à votre travail, à votre vie. Parce que quand vous verrez les gens évoluer encore plus, non pas dans une simple gestion, dans ce que vous pouvez obtenir de bien, mais par quelque chose encore au-dessus,
sur les capacités qu'on est capable de mettre en place, ben, vous allez retrouver des forces pour bosser, parce que ça vous demandera de l'énergie, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comme ça vous donnera du sens, vous serez comme moi, comme plein de monde qui ont un parcours d'établissement, heureux. Je vous souhaite que vous l'êtes déjà, mais encore plus heureux. Et croyez-moi qu'on est épanoui dans son boulot, dans sa carrière, quand on a des retours, des merci, et pas des grands merci, merci, t'es génial, je peux avoir une petite rallonge, mais des merci qui viennent du cœur, sur qui on ne vous demande rien d'autre, bah, ça vous nourrit. Et quand vous êtes nourri, bah, quand vous rentrez le soir, si vous avez des difficultés, alors vous êtes beaucoup de jeunes, certains de vous ont peut-être des enfants déjà, mais si vous avez des difficultés avec vos enfants, les difficultés ne sont pas les mêmes. Et si vous êtes tentant, comme tout le monde, dans le couple, peut-être des difficultés aussi, bah, vous ne traversez pas de la même façon. Et moi, je vois des gens, des professionnels, peu importe le milieu dans lequel ils sont, que ce soit des infirmiers, que ce soit des tuteurs, des curateurs, des assistantes sociales, enfin, tous ceux qui peuvent nous côtoyer, quand ils nous accompagnent dans notre établissement et qu'ils prennent ça à cœur parce que ça a du sens pour eux, ça redonne du sens à leur profession, ben, ils s'épanouissent. Et je donne beaucoup de formations où je rencontre les gens du coup, quelques années après, ou enfin, quelques années, 1 an, 2 ans après, ils me disent, mais Vincent, en fin de compte, on leur a permis à eux de changer leur vie comme eux le souhaitaient pour qu'eux s'en sortent. Parce qu'on a récupéré la capacité, mais Vincent, ça nous a fait un bien fou, parce que nous, qu'est-ce que ça nous permet d'être heureux? On était fiers de ce qu'on faisait avant, on était contents, mais là, ça donne une autre dimension. Et notre vie, elle est encore mieux. Et ils me disent, mais Vincent, je comprends ce que tu voulais dire quand tu n'arrêtais pas de répéter que tu étais heureux, heureux, heureux. Parce que oui, c'était déjà heureux, mais là, c'est sur une autre dimension. Ben, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est pouvoir nous accompagner dans ce sens-là, d'oublier toutes les cases que vous pouvez mettre, de faire du réseau, parce que vous ne voulez pas être tout seul. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on dit qu'on doit faire attention à nous. Souvent pour les mauvaises choses, parce que oui, on doit faire attention à nous, nous sommes des gens qui ont beaucoup de souffrance. Il faut savoir qu'on n'est pas en psychiatrie pour rien. Vous n'êtes pas pour rien à votre poste, généralement, et nous, on n'est pas en psychiatrie pour rien. Des psychotiques, comme on dit. Il faut savoir que les études, c'est 80-90% d'entre nous, on a eu subi des traumatismes au niveau de l'enfance ou de l'adolescence. C'est pour ça qu'après, on arrive à ça. On n'est jamais soigné pour ça. On ne travaille pas sur les traumas avec des psychotiques, je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est parce que j'ai pu travailler sur des traumas que j'ai pu en sortir. C'est parce que dans les groupes d'entraide mutuelle, dans les groupes de parole, on peut parler de ça, on arrive à s'en sortir. La psychiatrie change, mais elle a du mal aussi. Et comme tout organisme qui est un dinosaure, et la psychiatrie, l'institution fait quelque chose de très lourd à bouger, même s'il y a des choses qui bougent à droite et à gauche. Du coup, je sais plus où je voulais arriver, mais oui, c'est ça, on a beaucoup de traumatismes dans nos vies qui nous amènent à quelque chose. Mais là où on est arrivé, c'est pas une finalité. Si on pense qu'à nous, en voulant nous maintenir quelque part, bah, vous allez arriver à nous maintenir. Vous allez travailler avec des gens qui sont dits stabilisés par la psychiatrie. C'est beau d'être stabilisé. Moi, j'ai été stabilisé par la psychiatrie. Je vais être dur, mais moi, j'ai vu plein de tentatives de suicide. Pas quand les voix me le demandaient, même si j'ai obéissé à des voix pour d'autres choses. Mais tentatives de suicide que j'ai fait, c'est quand la psychiatrie me déstabilisait. On me disait, monsieur Massy, vous êtes à peu près stabilisé. Et j'étais content. Hein. Seulement, j'étais stabilisé, je faisais quoi à l'époque? 240 kilos. J'avais la tête de travers, j'ai fait une bave qui coule et tout le truc mal avec le recteur. Et mes capacités, elles étaient plus que limitées. Hein. Moi, j'ai connu la psychiatrie où j'ai eu un boulot avant, pour vous dire comment on descend très rapidement. J'ai eu un boulot, j'étais lobbyiste. Voilà, j'avais des capacités, je pense, intellectuelles, des facilités surtout, parce que je n'ai pas été un grand travailleur à l'école, mais j'ai eu beaucoup de facilités. J'ai eu la déchéance totale. À un moment, on me prenait pour un con. Tout ce qu'on me disait, on me le répétait, on me gagifiait, enfin, on me parlait comme si j'étais je sais pas, un con. Et c'est plus un con, c'est pire qu'un enfant, même à des enfants, on veut essayer d'expliquer quelque chose de compliqué, on leur parle mieux. Et puis surtout, on ne croyait plus en moi. Mais quand j'ai plus en moi, c'est plus en moi du tout. Et j'aurais pu rester ça toute ma vie, comme ça, stabilisé. Voilà. Mais simplement donner l'espoir aux gens qui peuvent s'en sortir. Pas leur vendre de la poule de papa. Hein. Il n'y a rien de facile. Hein. C'est-à-dire, ok, tu veux faire ça? Pourquoi pas? Tente, je veux bien t'accompagner.
tu te prends un mur, ben on le saura, mais c'est pas grave. Mais au moins, on avancera, on essaiera d'avancer avec toi. Et du coup, je parlais de la dangerosité parce qu'on nous considère comme dangereux, comme des incapables. Moi, je dis oui, il faut faire attention à nous. Parce qu'on a justement tous ces traumatismes. Et faire attention, c'est faire un grand point d'exclamation pour dire attention. Et ça, c'est porter attention à quelqu'un. Mais le problème, c'est que dès que vous marquez ce point d'exclamation, et puis que vous mettiez un beau triangle rouge, ça ne fait plus attention, ça fait danger. Et quand vous mettez des cadres de tous les côtés, bah de quelqu'un qui vous portait attention, vous avez quelqu'un que vous enfermez dans une case, dans une prison, et là, ça devient dangereux. Et bien, faites sauter les cases, parce que vous verrez de quoi on est capable, et puis, comme je vous l'ai dit, bah, vous aussi, vous pourrez devenir encore plus heureux et vous épanouir encore plus, et vous verrez que vous aurez des merci, non plus parce qu'on veut obtenir quelque chose, mais des merci qui vont du fond du cœur, que vous verrez disparaître, et qu'un jour, je ne sais pas, on tombera dans la même galerie marchande, ou je ne sais pas où, dans le même supermarché, ou à la même fête quelque part, on va dire « Ah, bonjour, ah bah vous allez bien, bah moi aussi c'est génial », et puis voilà. Et vous verrez des gens épanouis, et là vous pouvez dire « Putain, il est passé dans nos services, c'est moi qui m'en suis occupé, il est bien, il est heureux, je suis content. » Et ce soir-là, bah, vous aurez votre fête, vous aurez fait vos courses, mais en plus vous aurez eu un sourire que vous aurez généré tout ça, parce que vous aurez eu quelqu'un qui est passé entre vos mains, mais que vous avez eu, voilà, vous avez été élément de son parcours, et ben on va vous le rendre par des sourires, vous pouvez prendre par des pensées. Quand vous aurez des moments difficiles, vous pouvez vous rappeler de tous ceux qui, comme moi, vous avez accompagné, qu'on puisse en sortir et être heureux. Et là, c'est quelque chose de magnifique, parce que du coup, on sera tous heureux, même si c'est pas le monde des bisounours, mais être heureux, c'est tout ce que je te souhaite à tout le monde. Voilà.